Et en fait, d'avoir la vision géopolitique d'hommes sur la guerre, moi, j'en ai marre. J'en ai marre. J'ai envie d'entendre des femmes qui nous disent que oui, on peut interdire les armes nucléaires, comme Icahn, par exemple, qui a eu le prix Nobel de la paix, qui est dirigé par une femme. J'ai envie d'entendre que la révolution iranienne va aboutir à un matriarcat. J'ai envie d'entendre que les Chinois vont réussir à démanteler leur État, comme ça. Enfin, j'ai envie d'autres discours, en fait. J'ai envie d'autres discours, mais là, le discours, c'est un discours réactionnaire qui est tout va continuer comme avant. Et moi, j'en ai marre, en fait, de ce discours-là, de tout va continuer comme avant. Pour les siècles des siècles, j'en peux plus, quoi. Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Éloquente, le podcast qui porte un regard féministe sur l'art oratoire. Je m'appelle Raphaël Martin, j'enseigne la prise de parole en public et la rhétorique, et chaque semaine, j'invite une femme engagée à raconter son parcours d'oratrice. Aujourd'hui, je reçois Audrey Vernon. Bonjour Audrey, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Raphaël. Donc Audrey, tu es comédienne, tu as notamment écrit plusieurs one-woman shows. On peut citer par exemple Comment épouser un milliardaire, le premier one-woman show économique qui tourne toujours, qui a été repris par la comédienne italienne Giorgia Sinicorni. Tu as aussi écrit et joué Marx et Jenny, un spectacle sur la vie de Karl Marx, Fukushima, un spectacle sur la catastrophe de Fukushima, et enfin Billion Dollar Baby, dans lequel une femme s'adresse à son enfant à naître pour lui expliquer le monde dans lequel il va vivre. Je précise que tous ces spectacles sont des spectacles comiques, si c'est pas clair avec l'argument. Et pour lancer notre conversation, je te propose qu'on écoute ensemble un extrait de Billion Dollar Baby. Chez les peuples premiers, ils ont un chef aussi, mais leur chef n'a pas de pouvoir. Ils ont décidé de dissocier le chef et la coercition. C'est des arriérés. Coercition, c'est imposer sa volonté par la force. Par exemple, si je te dis... si tu finis pas tes haricots verts, je te mets du citron dans les yeux. C'est ça la coercition, mon amour. Et si tu me réponds, je te fous en garde à vue dans ta chambre. C'est la violence légitime. Chez les peuples premiers, le chef n'a pas le droit d'imposer sa volonté contre la volonté du reste de la société. Nous, comme on est civilisés, c'est l'inverse. C'est le chef qui impose sa volonté au reste de la société. On appelle ça la démocratie. Alors, moi, j'ai choisi cet extrait parce que je trouve très représentatif de la manière que tu as de t'exprimer sur scène, c'est-à-dire en simplifiant au maximum jusqu'à ce que ça en devienne complètement absurde. Et pourquoi tu as fait ce choix dans ce spectacle de nous expliquer le monde comme un des enfants? Et pour toi, qu'est-ce que ça permet de faire? Disons que quand j'ai été enceinte de mon deuxième enfant, je me suis rendu compte que j'allais le faire naître dans un monde qui pratiquait encore le meurtre de masse avec la guerre. Et je me suis dit, c'est problématique. Enfin, j'étais un peu en panique par rapport à ça et j'ai eu envie d'explorer le monde moderne jusqu'au point où j'arrive à le comprendre suffisamment bien pour l'expliquer de façon hyper claire et rapide, un peu comme dans un conte. Parce que c'est vrai que j'étais très dans la culture orale et donc j'avais vraiment envie de me dire je suis capable de transmettre à mon enfant tout ce dont il a besoin pour vivre dans ce monde en fait. C'était mon devoir en tant que mère de tout lui expliquer. Un peu comme si j'avais été justement un membre d'une peuplade autochtone qui n'a pas d'école, pas d'État, etc. Et donc qui transmet à son enfant tout ce dont il a besoin pour vivre. Et voilà, c'était un peu une quête d'autosuffisance spirituelle et intellectuelle un peu. D'accord. Alors, avant d'en parler davantage, j'aimerais bien qu'on revienne au tout début, même avant Comment épouser un milliardaire. J'ai vu que tu avais fait des études de théâtre assez classiques, puis que tu as commencé ta carrière de comédienne par une pastille sur Canal+. Et ça me semble assez éloigné de ce que tu fais aujourd'hui.
du coup, je me suis demandé à quel moment tu as commencé à avoir envie de monter sur scène, vraiment pour dire des choses qui t'appartenaient. Disons que quand j'étais à l'école de théâtre, c'est vrai que c'était très très loin de moi. Il se trouve que Canal m'a engagée pour faire des petites pastilles humoristiques quotidiennes qui étaient un peu avant, après les journaux télé et tout ça. Parallèlement à ça, je lisais déjà Le Monde diplomatique, j'étais déjà dans Attaque. Donc j'avais quand même des grandes questions sur la société, les riches et les pauvres et tout ça, mais je mélangeais pas les deux. Enfin, il y avait vraiment le théâtre qui était ma passion, et puis à côté de ça, mes grandes interrogations vis-à-vis de l'état du monde. Je me disais, en fait, j'aime pas du tout le capitalisme. Enfin, j'aime pas du tout la société, j'aime pas du tout le shopping, boire des cafés, j'aime pas le divertissement. Enfin, c'était un peu, mais c'était très distinct. Et il se trouve que quand j'ai bossé à Canal, je me suis retrouvée un peu plongée dans le bain de l'actualité, obligée de jouer mes petites pastilles avant et après des JT. Et ça m'a carrément ouverte au monde. C'est-à-dire que je me suis retrouvée confrontée aux actualités, au monde. Et tout à coup, mon art étant très à côté de ça, j'ai été obligée de modifier et de prendre la parole sur ces sujets-là parce que en fait, j'y ai été confrontée. Il y a un autre truc qui a été très important aussi, c'est les émeutes de banlieue en 2005 et la mort de Ziad Bouna, qui est un événement qui m'a vraiment, vraiment traumatisée. Et quand je me suis rendu compte que les gens de banlieue, pour s'exprimer, n'avaient que brûler des voitures parce qu'ils n'étaient pas invités, pas entendus, pas présents dans la parole publique, je me suis vraiment sentie obligée de me dire, en fait, moi, comme je suis une bourgeoise, j'ai accès à la parole publique et il faut absolument que j'en fasse quelque chose, quoi. Donc c'est là que ça a commencé un peu à bouger. Et puis, voilà. Tu dis que tu avais un peu cette double vie où d'un côté tu lisais Le Monde Diplo, tu étais dans Attaque, etc. Et de l'autre, tu étais comédienne. Est-ce que ce que tu as mis sur scène dans tes spectacles, c'était des conversations que tu pouvais avoir ou des discours que tu pouvais avoir hors scène, ou c'était pas trop dans tes sujets de conversation? Alors, pour Comment épouser un milliardaire, j'avais vraiment envie d'écrire sur les riches et les pauvres et c'était pas du tout dans mes sujets de conversation. Et même quand j'en parlais autour de moi, ça faisait pas vraiment écho. Donc j'avais un peu l'impression d'être folle et de trouver ça pas normal, les riches et les pauvres. Et après, j'ai lu Comment les riches détruisent la planète de Hervé Kempf et j'ai commencé à lire beaucoup de livres sur l'économie. Et c'est vraiment cette plongée dans la littérature économique qui m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, ah là, il y a vraiment un sujet de spectacle passionnant. Et voilà. Et à l'époque, j'ai commencé à lire Le Figaro, j'ai commencé à lire Challenge, j'ai commencé à lire des monographies de milliardaires. Et c'était avant ou après avoir pensé à un spectacle? C'était dans l'optique de préparer ou il y avait vraiment un intérêt même Ah non, il n'y avait aucun intérêt autre que celui de faire un spectacle. D'accord. Non, j'étais pas passionnée par les milliardaires, mais en fait, moi vraiment, c'était les inégalités où je me disais, parce que je me disais, en fait, on devrait pouvoir vivre sur cette planète en étant. Et en ne faisant rien, juste en respirant, en vivant, en cherchant. Moi, je pense... J'ai découvert les peuples autochtones beaucoup plus tard, c'est-à-dire pour l'écriture de $1 Billion Baby, mais je pense que naturellement, je suis un peuple autochtone. D'accord. C'est-à-dire que je trouve que quand quelqu'un n'est pas apte à participer... par exemple, les impôts, j'ai jamais compris comment on pouvait imposer à qui que ce soit de remplir une feuille d'impôt. Ce truc est incompréhensible. Et je me dis, mais comment font les gens qui n'ont pas de personnes aptes autour d'elles, quoi. Parce que moi, je sais que je ne suis pas apte à remplir une feuille d'impôt. Moi, je suis inapte au travail salarié, par exemple. Et donc, je me sens très solidaire des autres inaptes. C'est-à-dire que vraiment, le côté, on se lève le matin tous les jours et on est obligé d'aller travailler, ça, j'ai jamais accepté ce truc. Et en même temps, tu dis que tu es inapte, mais tu es quand même allée au fond des choses pour faire tes spectacles et de voir un peu comment ça fonctionnait derrière les feuilles d'impôt, derrière autre chose.
Oui, disons que par contre, écrire et lire et penser, ça c'est quelque chose, c'est une jouissance hyper importante. J'adore lire, j'adore écrire, j'adore jouer avec cette matière-là. Et c'est mon plus grand plaisir dans la vie. Après, ce que j'aime pas forcément, c'est tout le côté marchand autour. Dire que je ferais bien ça pour le plaisir et pour le partager, mais après le côté où il faut en faire un moyen de subsistance, ça c'est vraiment le côté que je déteste et que j'espère va être aboli dans pas très longtemps. Quand tu parles du sujet des milliardaires, c'est quand même un sujet qui est hyper technique, c'est le sujet de l'économie, c'est un de tes premiers one-man show. Le précédent, c'était sur le milieu de l'humour. Je pense que tu connais mieux, comme tu avais cette expérience chez Canal+. Comment est-ce que tu t'es sentie légitime pour aborder ce sujet de l'économie ? C'est un peu comme avec Fukushima. C'est-à-dire que je suis légitime parce que ça a une énorme influence sur ma vie. L'électricité a une influence sur ma vie, je la finance. Elle m'empêche de faire des choses et elle met en péril la vie d'enfants dans le monde entier, dont je me sens très solidaire. Voilà, donc j'ai un avis sur l'électricité parce que l'électricité a un impact sur ma vie. J'ai un avis sur les milliardaires parce que les milliardaires ont un énorme impact sur ma vie. Les milliardaires me font chier. Mais par exemple, là, c'est idiot, mais je me suis fait hacker mon compte Facebook. Ouais. Bon, donc il y a quelqu'un qui a pris possession de ma page Facebook et qui diffuse des trucs et tout ça. Et j'ai rempli les pages d'aide, machin et tout. Et en fait, il n'y a personne. Il n'y a personne qui répond, personne voilà, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas de contact. Donc il y a un type qui diffuse n'importe quoi sur ma page. Et je ne reçois aucune aide de Facebook alors que j'ai donné du temps à Facebook. J'ai écrit des posts sur Facebook. Je leur ai donné mes photos, je leur ai donné ma vie. J'ai travaillé pour eux sans être rémunérée. Et voilà. Et le pire, c'est que je n'ai pas le choix. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, c'est une proposition. On dit, regardez, il y a ce truc fun qui existe. Et en fait, tu te rends compte que déjà, moi, j'ai jamais trouvé ça fun, mais t'es obligé d'y aller parce que c'est comme ça que tes spectacles peuvent être vus et tout ça. Donc, en fait, t'es obligé d'entrer dans le truc. Et après, au bout d'un moment, Alors, la seule chose à laquelle j'ai réussi à résister jusqu'à aujourd'hui, c'est le smartphone. Voilà, le smartphone, j'ai réussi à... Je confirme, j'ai vu, tu as un téléphone d'un autre âge. Mais t'abordes quand même ces sujets de manière comique. Ouais. Comment, toi, t'arrives à trouver l'humour dans des sujets qui t'énervent autant et qui sont finalement aussi tristes, quoi. Si je prends l'exemple de Fukushima. Fukushima, ce qui était formidable, c'est que vraiment, dès que j'ai commencé à travailler dessus, l'humour est apparu tout de suite. Rien que... par exemple, dans la catastrophe, un des passages que je trouve les plus incroyables, c'est... ils se retrouvent tous dans le noir. Ils n'ont plus d'électricité, évidemment. Donc, ils n'ont plus accès aux paramètres du cœur du réacteur. Ils ne savent pas quelle chaleur il fait dans le cœur, etc. Et ils sont obligés d'aller sur le parking de la centrale et de débrancher les voitures, les batteries des voitures, et de les brancher en série pour récupérer les mesures du cœur du réacteur. Et rien que ça, je trouve ça tellement drôle. On est dans un univers de soi-disant de haute technologie. Et les mecs sont obligés d'aller récupérer des batteries de voiture et de les brancher, quoi. Et je me dis, et puis je les imagine en plus en train de se dire, en fait, comment est-ce qu'on fait pour récupérer assez de puissance pour avoir les mesures j'imagine le moment où ils ont dû se dire, allez, on va chercher les batteries des voitures. Et je me dis, mais quelle énergie ils ont eu pour faire ça. Et puis ce qui est fou, c'est qu'ils se retrouvent dans cet univers soi-disant où rien ne peut arriver, parce que c'est ce qu'on leur a répété pendant des décennies, qu'un accident comme ça ne peut pas arriver. C'est-à-dire qu'aucune des mesures d'urgence ne prenait en compte cette possibilité-là.
Et donc, il y a des dialogues surréalistes pendant j'ai étudié tous les comptes rendus d'accidents et tout ça. Puis il y a un moment, il y a un dialogue entre la direction de TEPCO, le cabinet du Premier ministre et la centrale, où ils se parlent. Et le dialogue est fou. Ils disent mais que dit la procédure d'urgence quand le cœur est endommagé? Est-ce qu'on doit évacuer les travailleurs? Et puis il y en a un autre qui dit mais enfin mais un cas pareil n'a jamais été envisagé, donc on ne sait pas ce qu'on doit faire parce que le cœur n'est pas censé fondre en fait. Et puis l'autre type qui lui dit retrouvez ça et envoyez-le-moi par email, alors que les autres ils sont dans une centrale dévastée, qu'ils n'ont plus accès à rien, que tous les bâtiments sont détruits et tout ça. Donc en fait c'est vrai que l'humour il naît un peu du décalage entre la théorie et puis la pratique. Et puis oui, c'est comme dans $1 Billion Baby, le simple fait de décrire la réalité, ou même dans le spectacle des milliardaires, le simple fait de décrire la réalité, ça peut être drôle parce que la réalité est un peu absurde. Ouais. Si on va vraiment dans les détails et si on l'explique comme un enfant, justement. Ah oui, la réalité est complètement absurde. Alors, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que moi, je te qualifierais d'artiste engagé. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ce qualificatif. Tout me va. Tout te va. Mais je trouve que quand on se dit qu'on fait de l'humour engagé, et c'est ce que je ressens dans tes spectacles, j'ai l'impression qu'il y a une double exigence de à la fois faire rire, faire du spectacle, faire quelque chose de drôle, et en même temps, ou faire quelque chose d'engagé, ou quelque chose de pédagogique, ou dire quelque chose, ou porter un message. C'est quoi le plus important pour toi dans les deux? Est-ce qu'il y en a un qui prend le pas sur l'autre? Non, je dirais que ce qui est le plus important, c'est le gâteau, quoi. C'est le gâteau final. Et après, les ingrédients, il faut mettre plus ou moins d'œufs, plus ou moins de farine. Enfin, je dirais que voilà, c'est le... À la fin, quand le gâteau est réussi, c'est ça qui me plaît. C'est-à-dire quand à la fois c'est un spectacle, c'est un moment de divertissement et de bonheur. Enfin, d'ailleurs, pas de divertissement, j'aime pas ça, mais... Pourquoi t'aimes pas le mot divertissement? Parce que je pense qu'on est dans une époque où il vaut mieux pas trop se divertir. Il vaut mieux être un peu concentré sur l'objectif. On est quand même face à l'extinction de l'humanité. Si on pouvait rester un peu focus, ce serait pas mal. D'accord. Mais donc, entre les deux, comment tu fais pour résoudre cette tension entre, d'un côté... Même toi, dans ta pratique, quand tu écris un spectacle. Mais je cherche pas à résoudre. Ok. Non, je cherche pas à résoudre, je cherche à monter, quoi. Comme une pièce montée ou des blancs en neige. Alors, je fais beaucoup de métaphores pâtissières. Je suis nulle en pâtisserie, hein, donc je dis n'importe quoi. Non, mais voilà, oui, ce qui est important, c'est qu'à la fin, le résultat final soit équilibré et joli et voilà, comme je sais pas faire de gâteaux, je fais des spectacles. Et même dans Comment épouser un milliardaire, tu dis quelque chose du style à chaque fois c'est la même chose, je veux faire de la comédie, et puis après je fais du marxisme. Ouais, c'est l'histoire d'un échec. Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je me dis, bon, allez, celui-là, je le fais vraiment marrant, pas du tout engagé, vraiment que drôle. Je vais faire un spectacle sur les clous. Et puis à la fin, ça fait Fukushima, Marx et Jenny, écologie, maintenant il faut se battre, et tout ça. Mais bon, à chaque fois, le point de départ, c'est vraiment ressembler à mes idoles, qui sont parfois pas forcément engagées. J'ai vu assez tôt aussi que tu as commencé à jouer dans des usines, dans des ZAD, etc. Pourquoi tu as fait ce choix et en quoi c'est différent de jouer en spectacle? C'est trop bien, c'est trop bien. Mais déjà, on évacue le côté marchand. D'accord. Donc ça, c'est jouer gratuitement, juste pour le partage et pour l'échange. Déjà, c'est... pour moi, ça m'enlève toute une partie que je déteste. Je trouve qu'on revient à quelque chose d'ancestral, quoi. Si on prend la parole sur la place publique, on joue. Il n'y a pas ce côté séparation, scène, salle. Vraiment, c'est génial. Et puis, l'ambiance dans les usines en lutte, elle est folle dingue. Et et on n'a pas trop, quand on est une comédienne bourgeoise,
de lien avec les ouvriers. Enfin, moi, Ouais. j'en avais jamais vraiment rencontré avant d'aller sur les lieux. Et quand j'ai rencontré Olivier Le Berquier, par exemple, un des leaders de la lutte de Fralib, l'intelligence du gars. Donc Fralib, c'est le thé. C'est le thé, Ouais, en Provence. Oui, c'est ça. Ouais. Et ils se sont battus contre Unilever, qui est une multinationale multimilliardaire richissime. Et ils ont gagné. Et ça, rien que ça, moi, parfois, je me refais l'histoire Ça toute donne de seule. l'espoir. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, sur le papier, c'était impossible. Ouais. Dire les gars, ils sont 100 dans une usine. Unilever dit on ferme, on délocalise, on prend les machines, on vous pique le nom de la marque. En fait, sur le papier, tu peux que dire oui, oui. Et en fait, ils ont dit en fait, non, on va garder les machines, on va garder l'usine, on va garder la marque. Et en plus, vous allez nous filer de la thune. Et on va vous attaquer et vous allez perdre. En fait, sur le papier, c'est impossible. Mais oui. Quoi. C'est impossible. Et ils ont un petit avocat de Seine-Saint-Denis, même pas connu, qui attaque les plans sociaux. Et en fait, Unilever, ils sont tellement connards, tellement prétentieux qu'ils ont mal fait les choses parce qu'en plus, ils les méprisent. Et donc, ils ont effectivement perdu. Et moi, quand je suis allée là-bas, je me suis rendu compte, par exemple, qu'ils avaient une grande conscience de l'écologie, par exemple, parce que Unilever voulait mettre de l'arôme chimique et ils m'ont montré les bidons. Donc, sur les bidons d'Unilever, il y avait le poisson barré et l'arbre qui perd ses feuilles. Et eux, les ouvriers, qui soi-disant, si on écoute les médias, ne pensent qu'à l'argent et qu'à rien foutre pour un salaire énorme, eux, ils voulaient revenir à l'aromatisation naturelle. Et ils ont été jusqu'à actuellement, là, ils ont replanté des tilleuls dans les baronnies, qui était un lieu où il y avait des tilleuls de façon ancestrale. Et en fait, ils recommencent à faire des tisanes comme on faisait à l'époque. Donc, et en allant sur place, je me suis rendu compte, par exemple, qu'ils connaissaient aussi bien Marx que moi. C'est-à-dire qu'ils avaient lu, ils connaissaient, ils maîtrisaient tout. Et en fait, je me suis rendu compte à quel point le décalage entre la vision qu'on a du milieu ouvrier et la réalité, elle est gigantesque. Et après, pendant les confinements, là, j'ai commencé à me dire, j'ai envie d'aller... D'abord, j'étais jouée pour Total. Contre Total pour les salariés, qui se battaient contre la délocalisation à Grand Puy, contre la délocalisation en Ouganda. Et ça, évidemment, les médias ne parlent jamais de cet espace-là. Ils disent qu'ils se battent pour leur salaire et tout ça, mais ils mentent en fait, parce qu'ils se battent contre la délocalisation en Ouganda et contre le massacre d'une réserve naturelle. Donc en fait, les médias donnent une image complètement fausse des revendications et tout. Et donc j'étais jouée pour eux, c'était magnifique, c'était sous la neige. Et devant la raffinerie. Et là, je me suis dit, mais il faut absolument que je joue gratos Billion Dollar Baby, parce que je l'avais beaucoup fait avec Comment épouser un milliardaire, et Billion Dollar Baby, pas du tout. Et comme il y a eu les confinements et que tout à coup, je jouais plus, j'avais vachement le temps. Et donc, j'ai commencé à envoyer des messages à des gens que je connaissais un peu et à aller jouer dans les ZAD. Et ça, c'était une expérience... trop bien, parce que c'est vrai que jouer Billion Dollar Baby, la première fois que je l'ai joué pour une ZAD, c'était pour le Jardin des Vêtes, dans le cadre des soulèvements de la terre à Besançon. Et voilà, je jouais, et pendant que je jouais, derrière moi, il y avait l'immensité de la nature. En fait, je jouais dans un champ, et derrière, il y avait de la nature à perte de vue. Et en fait, dès que je me retournais, j'étais dans ce paysage, et c'était super puissant. Il y a une autre fois aussi où c'était marrant, parce que j'ai joué pour l'anniversaire des 2 ans de Lubrizol, qui appartenait à Warren Buffett. Et il y avait très peu de monde à Rouen qui est venu voir le spectacle, parce que Lubrizol, tout le monde a envie d'oublier. Donc, il n'y avait pas grand monde, à part les collectifs qui se battent pour qu'il y ait une réparation. Mais ce qui était marrant, c'est qu'il y avait peut-être 50 personnes qui regardaient le spectacle. Et derrière, il y avait, 100 CRS. 100 CRS. Ouais. Pour jouer à Lubrizol. Ouais. Et en fait, c'était marrant, on jouait devant le tribunal, je crois, de Rouen. Et donc, parce que dans Billion Dollar Baby, il y a plein de moments où je me mets dos au public. Et donc, quand j'étais dos au public, je me retrouvais devant 100 flics, quoi. Ouais. Et donc, c'était assez marrant, parce que c'était vraiment bizarre, quoi. Donc, je leur faisais des sourires, je leur faisais des coucous dès que je me retournais et tout. Mais c'était vraiment étrange. Limite, ça améliore la mise en scène.
Ouais, ça donne un petit côté. Et puis en plus, il y avait les gros camions anti-émeutes, là, les camions à eau. Wow, Qu'est-ce qu'ils vont faire? On est 50, quoi. Mais ça illustre tout à fait ton propos, en fait, finalement. Ouais. Moi, je t'ai découverte pas du tout par tes spectacles, par quelque chose qui est lié, qui était tes chroniques chez France Inter, que tu faisais il y a, je crois, 5-6 ans, et qui était inspiré de Comment épouser un milliardaire, ou en tout cas qui parlait des milliardaires et des grands patrons. Et en regardant l'ensemble de tes spectacles et tes chroniques, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très particulier, d'un peu à rebours avec ce qu'est à la mode en humour aujourd'hui, le stand-up, le on est soi-même et tout. Tu as toujours un personnage qui est plus ou moins défini. Hein. Ça peut être une femme, mais c'est jamais tout à fait toi. Donc, est-ce que tu as l'impression que le fait de parler en tant que personnage, ça te rend plus audible et ça rend plus audible ton message? Il n'y a pas longtemps, je suis allée chez Ruquier et j'étais pas en personnage, j'étais interviewée moi-même. Et je suis partie un peu et j'ai senti que Ruquier m'a dit genre waouh, oulala, un peu tu n'es pas drôle là, tu vois. Ouais. Et c'est comme si grâce au personnage, j'arrivais quand même à être drôle malgré le propos. T'étais invitée pour faire de la promo ou pour faire une chronique? D'accord. Et d'ailleurs, j'étais abasourdie parce qu'il y avait 8 invités et que nous étions 2 femmes. Incroyable. Ouais, incroyable. Mais normal. C'est-à-dire que moi, tout à coup, je me suis sentie oppressée par cette parole masculine omniprésente. Et je me suis sentie bien seule. On était avec ma copine Antonia de Rindinger. Et je me suis sentie vraiment toute petite, faible, misérable, regardée par autant de gens qui ont la parole en permanence, tout le temps, partout, et qui blablatent. Et puis nous, on avait tout à coup, 3 minutes pour être à la fois drôle, vendre nos places de spectacle, mignonne, sympa. Enfin voilà, en 3 minutes, il fallait qu'on soit la quintessence de la féminité. Enfin, c'était genre le pari impossible, quoi. C'est trop demandé. C'est un poil trop demandé. Un poil trop demandé. Non, mais surtout, ils ont des exigences qu'on soit comme ils veulent qu'on soit, c'est-à-dire des filles rigolotes. Alors qu'on est confronté à l'extinction de notre espèce, et qu'en tant que mère, c'est un sujet que je prends un poil au sérieux, mais non, mais quand même, il faut vraiment être un petit peu rigolote. Et les 2 mots sont importants, parce qu'il faut aussi être une fille. Ouais. Et il faut être jolie aussi. Bah oui, et mignonne et gentille. Ouais. Mais moi, j'aime bien il y a quelques vidéos sur ta chaîne YouTube où tu fais ta promo de... la promo de Milliardaire. Et moi, je trouve que justement, quand tu arrives sans personnage, ça crée quand même souvent un électrochoc assez intéressant, parce que tu arrives à porter le même message que tu portes dans tes spectacles, sauf que c'est un message qui est un peu inhabituel dans les médias mainstream. Ah, mais c'est des souvenirs de cauchemar. Ouais. Cauchemar. Vraiment. Vraiment ? Ah, mais vraiment. C'est-à-dire qu'à la fois, je remercie Tadei infiniment, parce qu'à chaque fois, il a eu la gentillesse de m'inviter et de me donner la parole. Et ça, c'était assez... c'était vraiment inattendu et chouette. Mais par contre, la composition du plateau, c'était énormément d'hommes. Et d'hommes, pareil, je pense à Luc Ferry, à Geoffroy Roux de Bézieux, et tout à coup, j'arrivais dans un univers où vraiment, on sentait la masculinité. Ouais. On sentait que pour eux, j'étais une débile mentale. Et je me souviens même d'ailleurs, la dernière fois que j'y étais, c'était pour François Hollande. L'émission faisait 2 heures, j'étais arrivée, mais j'ai pas fait la première heure, tellement je me suis dit, je peux pas vivre ça pendant 2 heures. En fait, il faut que je rentre, que je dise ce que j'ai à dire et que je m'en aille. Je peux pas faire les 2 heures, je vais être épuisée. Et ouais, à chaque fois, c'était vraiment un grand moment de masculinité toxique, de gens qui disent que, en fait, j'ai pas le droit de m'exprimer sur ces sujets parce que je ne suis pas spécialiste de ces sujets selon leur façon
d'imaginer des spécialistes, c'est-à-dire des gens qui ont fait des études mainstream dans des universités ou qui écrivent aux Échos ou je sais pas quoi. Mais en tant que femme, en tant que mère, en tant que contribuable française, en fait, je suis aussi qualifiée qu'eux pour dire que ce modèle économique, c'est de la merde. Je veux dire, on prend le RER toutes les deux, on voit que ça fonctionne pas, quoi. On voit qu'il y a un problème. Donc, on voit que les pauvres sont moins bien traités que les riches. Enfin, je veux dire, il suffit juste d'ouvrir les yeux et de constater que, tiens, je suis pas spécialiste de la biodiversité, mais quand je regarde dans le jardin, il y a peu d'oiseaux. Il y a peu d'oiseaux, il y a peu de hérissons, il n'y a plus d'écureuils. Dans la rivière, il n'y a pas assez de poissons. Enfin, je veux dire, il faut, je pense qu'en tant qu'humain, on redécouvre le pouvoir de nos 5 sens et qu'on se fie à ce qu'on voit, à ce qu'on entend, à ce qu'on ressent aussi. Et qu'on arrête de croire que c'est les spécialistes qui ont tout le pouvoir. Et d'ailleurs, quand je repense au TADI sur Fukushima, ce qui était assez marrant, c'est que c'était vraiment dans les 4 jours pendant lesquels on ne savait pas si le Japon serait rayé de la carte. D'accord. Il y a eu un moment où ils ne savaient pas s'ils allaient pouvoir reprendre le contrôle de la centrale. Et donc, quand j'ai été sur le plateau de TADI, c'était pendant ces 4 jours-là. Et ce qui était fou, c'était le décalage. On devait parler de Fukushima. Et il y en avait qui blablataient et tout ça, avec une espèce de détachement qui, moi, me paraissait incroyable. C'est-à-dire que il se passait un événement, mais fou et dramatique et tout. Et eux, ils parlaient comme ça et tout ça, en s'écoutant parler et tout. Et je sentais un tel décalage de réalité entre nous. Et voilà. Et donc, tu t'es retrouvée pas mal dans ces situations-là, avec des dizaines d'experts, et tu te retrouves encore ? Même toujours, oui. Oui, ça m'arrive tous les jours. Je prends un exemple, j'étais à un festival de théâtre et j'ai voulu jouer avec le micro avec lequel je joue en permanence. Et il y a un ingénieur du son qui a refusé que je joue avec ce micro et qui, à un moment donné, a dit « Oui, bon, c'est bon, moi, je discute plus. » Ah. Et en fait, il m'a imposé son micro, sa façon de faire, avec toujours ce truc de « Je suis un homme, je sais ce qui est bon, tu ne joueras pas avec ton micro. » quoi. Et ce truc, en fait, c'est assez bizarre. J'ai l'impression que les femmes, on est encore considérées comme des bébés, quoi. C'est-à-dire que... Oui. À un moment donné, les hommes arrêtent de discuter et ils ne cèdent pas à nos caprices. Enfin, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Et j'ai l'impression que ça arrive, mais en permanence, quoi. En permanence, et moi, j'ai décidé d'arrêter de faire comme si c'était normal et de... Maintenant, je m'oblige, en fait, quand ça se passe, à aller voir le mec et à lui dire, en fait, non, tu ne me parles pas comme ça, c'est fini, ça. Même pour un truc un peu dérisoire, mais je trouve que cette violence permanente, elle est insupportable et ça va du SUV qui klaxonne parce que je vais pas assez vite. Enfin, je veux dire, je trouve que cette violence qui nous est imposée, elle est vraiment trop présente. Et j'en ai marre. Elle n'est pas du tout remise en question. Non. C'est normal. Qu'il y ait des SUV, de se faire couper la parole et tout ça, c'est vu comme oui, c'est normal, quotidien. Et puis c'est pour notre bien. Ouais. C'est pour notre bien, l'électricité, les SUV, le nucléaire, les éoliennes, la 5G, les smartphones, le streaming et tout ça, c'est vraiment... Et si on ne comprend pas que c'est pour nous faire plaisir, c'est qu'on est vraiment trop cons. Et qu'il faudrait qu'on aille vivre voilé en Arabie Saoudite. Il n'y a que 2 solutions, en fait. Il n'y a que 2 mondes. Ouais, c'est ça. Mais c'est marrant parce que j'en discutais quand j'ai écrit $1 Billion Baby, qui est beaucoup sur l'armée et tout ça. J'ai discuté armée avec un général haut gradé. Et l'argument final pour expliquer et le nucléaire et les exportations d'armes, c'était si t'es pas contente, tu vas être voilée, en fait. Ah donc, bon ouais, c'est assez marrant. Quel rapport Je vois le rapport dans leur tête. C'est-à-dire que pour eux, cette violence, elle est pour empêcher que nous soyons voilés. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour eux. Merci à eux. Ouais. Mais toi, quand tu t'es retrouvée dans ces situations où tu te retrouves face à 6, 8 hommes en plateau qui t'expliquent que... ça se passe très bien comme ça et que toute cette violence, justement, c'est pour ton bien. Qu'est-ce que tu as trouvé comme astuce pour résister
face à ces attaques verbales? Comment est-ce que tu réponds? L'alcool. D'accord. Je buvais beaucoup avant ce genre de situation. Je bois beaucoup. D'accord. C'était très stressant. Ouais, c'est très stressant parce qu'en plus, j'ai eu cette grande discussion à France Inter, là, il y a 2 jours. Parce que moi, je me suis fait virer de France Inter. Ouais. Voilà, comme beaucoup d'autres humoristes, femmes. Ouais. Contrairement à ce que... Bon, alors après, ça, c'est pas vrai. On n'a pas le droit de le dire parce qu'il paraît que c'est pas vrai. Ah bon? Non, il paraît que c'est pas vrai, que les femmes humoristes ne se font pas plus virer. Et que toutes les femmes humoristes partent de leur plein gré. Voilà. D'accord. Et pourquoi elles partent de leur plein gré, d'après toi? Ah, je sais pas. Je sais pas parce que... Mais ouais, ça, c'est assez fou. Par exemple, Nicole Ferroni, que j'adore. Voilà, officiellement, elle est partie de son plein gré parce qu'elle voulait plus être drôle. Mais moi, je suis partie de mon plein gré aussi, virée de mon plein gré. Non, mais c'est assez bizarre. C'est-à-dire, en fait, la parole des femmes, j'ai l'impression que soit elle est dans les clous de ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'on est rigolote, légère, et on est là pour détendre, soit on s'en va de notre plein gré. Enfin, il y a un peu un truc comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, la parole des femmes, quand elle sort de ce truc-là, elle n'est pas audible. Et ça, vraiment... Oui, je parlais de ça par rapport à France Inter il y a 2-3 jours. C'est-à-dire que dans la matinale de 5h à 9h, il y a 17 mecs et 6 femmes. Ouais. Et moi, c'est violent pour moi, en fait. Parce que le matin, j'entends... Ce matin, il y avait un truc sur les 1000 premiers jours, les crèches, les écoles, les machins et tout. C'était des hommes qui en parlaient. Puis, il y a de l'économie, c'est des hommes. La géopolitique, c'est des hommes, machin et tout. Les femmes, elles ont droit à les chroniques musicales et tout ça. Et en fait, d'avoir la vision géopolitique d'hommes sur la guerre, moi, j'en ai marre. J'ai envie d'entendre des femmes qui nous disent que oui, on peut interdire les armes nucléaires. Comme Icahn, par exemple, qui a eu le prix Nobel de la paix, qui est dirigé par une femme. J'ai envie d'entendre que la révolution iranienne va aboutir à un matriarcat. J'ai envie d'entendre que les Chinois vont réussir à démanteler leur État, comme ça. Enfin, j'ai envie d'autres discours, en fait. J'ai envie d'autres discours, mais là, le discours, c'est un discours réactionnaire qui est tout va continuer comme avant. Et moi, j'en ai marre, en fait, de ce discours-là, de tout va continuer comme avant. Pour les siècles des siècles, j'en peux plus, quoi. Oui, dans ta chronique, t'as écrit... Enfin, dans ta tribune ou ta carte blanche sur l'humanité, j'ai lu, t'as écrit « Tous les jours, des hommes prennent la parole pendant des heures. Je me sens accablée, je ne pense pas comme eux. » Moi, je trouve ça très beau, en fait, d'oser mettre de l'émotion dans le fait qu'il n'y ait que des paroles d'hommes autour de nous. Pour toi, est-ce que... je vais poser la question de manière un peu caricaturale volontairement, mais est-ce qu'une femme, parce qu'elle est une femme, elle apporterait nécessairement quelque chose de différent? Je sais pas, mais j'aimerais bien voir. Ouais. Je m'en fiche. Si c'est une femme aussi incompétente que Dominique Seux, ben c'est pas grave. Mais juste que ce soit plus Dominique Seux tous les jours. Et enfin, c'est accablant, en fait. C'est accablant parce que, voilà, ce que tu disais tout à l'heure, on n'a pas de modèle et il nous en faut beaucoup. Et même des modèles nazes, tant pis, quoi. Ouais. Je veux dire, si ils n'ont pas le courage de prendre des gens compétents, alors qu'il y en a plein, il y a quand même plein de femmes qui sont compétentes sur ces sujets, mais... s'ils n'ont pas le courage de prendre des femmes compétentes, ben tant pis qu'ils en prennent des incompétentes, mais qu'ils prennent des femmes, quoi. Qu'on puisse se dire, on n'est pas obligé de parler avec ce point de vue de la compétition permanente et surtout de l'acceptation de l'ordre établi. Il faut que ça change. Ouais. Avec cette assurance que les choses sont comme ça, de toute façon. Ouais. Parce que moi, c'est ce que je ressens beaucoup quand j'ai lu, quand j'ai regardé justement tes interviews, c'est que
en face, ou tes plateaux télé, c'est qu'en face, tu te retrouves avec des gens qui assènent énormément. Ouais. Et qui vont faire, bon, en fait, ma petite dame, c'est comme ça, vous êtes bien gentil avec vos milliardaires. Est-ce que tu as l'impression que aussi avoir énormément travaillé sur le fond, ça t'a donné de l'assurance pour répondre à ça? Ah oui, ça c'est sûr que le fait, par exemple, eux c'est des spécialistes de tout en général, mais en fait de rien. Je m'en suis rendu compte parce que le fait que moi je connaissais par cœur grâce au spectacle, parce que je les disais tous les jours, ces chiffres et ces noms et tout ça, donc j'avais une grande aisance verbale et justement d'éloquence et tout ça. Les chiffres, les noms, je les connaissais sur les bouts des doigts. Et tout à coup, me retrouver face à ces spécialistes et pouvoir leur dire des choses très techniques avec beaucoup d'assurance, ça, c'est quelque chose qui les déstabilisait quand même pas mal. Et où ils se disaient, en fait, il y a un truc bizarre, quoi. Parce qu'avec sa tête de bimbo, et puis la tête va pas avec la bouche, quoi. Enfin, il y avait un truc... c'est ça. Où j'avais l'impression que ça les mettait un peu en faiblesse, de se dire mince, elle connaît plus de choses que ce qu'on a l'impression de... Voilà, donc ça c'est vrai que de maîtriser à fond le fond, c'est un gros avantage, mais c'est pas forcément vrai, parce que par exemple sur Fukushima, le fond je le connais super bien, mais dès que je prends la parole publiquement, je me fais attaquer sur Twitter par des débiles qui estiment que je n'y connais rien et que je suis débile et que les bananes, c'est radioactif et tout ça. Et donc, et là, sincèrement, je ne gagne pas. Par contre, Jean Covici, qui lui est invité partout, tout le temps, qui s'exprime des heures et des heures, quand il dit qu'on peut refroidir les centrales nucléaires avec les eaux usées des villes, personne ne l'arrête. Alors que, enfin, je veux dire, c'est un truc, c'est fou. Il dit... Ah oui, mais de toute façon, on peut utiliser les eaux usées des villes. T'es là, mais où? Quand? Comment? Est-ce que EDF est au courant de votre projet? Enfin, je veux dire, il est dans du délire total, quoi. Parfois, je l'écoute et je me dis, mais c'est de la science-fiction, c'est un truc que... Enfin, il dépasse jamais le truc théorique. Et il est que dans la théorie. Et dans la pratique, il n'y a pas, dans ces bouquins, il n'y a jamais de multinationales, il n'y a jamais de milliardaires, il n'y a jamais d'opposition. Oui. C'est juste, c'est tout droit, quoi. Tout droit vers la décarbonation de l'économie. C'est ça. Il faut faire ça, on vous donne la feuille de route. Ouais. Après, si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Tant pis pour vous. Moi, j'ai dit ce qu'il fallait faire. Mais concrètement, Jean-Marc, on fait quoi? À part vendre énormément de BD, qu'est-ce que tu fais pour vraiment faire avancer les choses? Moi, j'ai l'impression que si ce côté très... où on te prend un peu pour une bimbo, qui est une comédienne, qui arrive, qui va faire sa promo, et qui est sympa, qui est mignonne. Et après, tu sors plein de faits sur les inégalités, le rapport Oxfam ou tout ce que tu veux. C'est un peu le prolongement de tes personnages dans ton spectacle, où tu joues toujours quelqu'un de super naïf. Enfin, souvent, tu joues avec cette naïveté de « je me marie, je suis contente, mon bébé, je vais t'expliquer le monde dans lequel tu vas naître, etc. » Est-ce que tu as l'impression que parfois, le fait qu'on ne te prenne pas au sérieux, ça peut être une force aussi? Alors, tu les prends un peu par surprise. C'est vrai que dans Billion Dollar Baby, c'est surtout la femme, elle pose des questions naïves, elle est un peu... elle ne sait pas. Et c'est le mari qui a réponse à tout et qui sait, lui, pourquoi l'eau est privatisée, pourquoi il y a l'État, pourquoi c'est très important les frontières, pourquoi les bombardements aériens c'est génial pour l'économie. Enfin, c'est lui qui sait. C'est lui qui sait et c'est lui qui a réponse à tout. Et je sens que pour le public, c'est quelque chose de normal. En fait, c'est comme si je prenais pas ce postulat, ce serait impossible, je pense, pour le public d'entendre. Et si c'était moi qui disais, le fait qu'elle soit un peu débile, qu'elle soit faible, c'est quelque chose qui rassure le public, c'est-à-dire, il voit à peu près quoi, le schéma. C'est-à-dire, il y a une fille, il y a un garçon,
Le garçon, il est fort, il sait et tout. Et puis, j'ai l'impression que c'est comme ça que c'est audible, en fait. C'est-à-dire que même il y a parfois, ça me permet d'aller très loin. C'est-à-dire que mon personnage de la fille va très loin parfois dans la dénonciation du monde tel qu'il est. Elle est outrancière et elle dit des choses énormes, mais qui sont vraies. Par exemple, il y a un passage où je parle du bombardement aérien de François Hollande en Syrie au lendemain de l'attentat de Nice, qui a tué 33 enfants, et qui est quelque chose qui est carrément pas du tout connu, jamais discuté, jamais évoqué, tout ça. Et c'est tellement violent pour les gens que heureusement que derrière, le mari arrive et dit « Mais ma chérie, c'est parce que... » Et je sens que ça me permet d'aller très, très loin, parce que derrière, le mari arrive et dit aux gens ce qu'ils ont l'habitude d'entendre. Donc, ils retombent un peu dans leur moule, mais n'empêche que la phrase que j'ai dite, ils l'ont entendue. Et quand même, elle leur est parvenue et j'ai pu la dire. Et pour moi, c'est ça qui est important, c'est que après, même si le mari, il modère, il console, le mal est fait, quoi. Et enfin, Audrey, ma dernière question. Quel est ton meilleur conseil de prise de parole en public ? Mais je l'ai déjà donné. C'est l'alcool. L'alcool, d'accord. Très bien. Très bien. Ouais, pas forcément beaucoup, mais un petit shot de vodka. Un petit shot de vodka, donc recommandé. Okay. Oui, whisky, vodka. Moi, vraiment, avant de jouer, c'est ce que je recommande. Ouais. D'accord. Merci. Ce sera retenu. Merci beaucoup, Audrey. Merci. Merci, chère auditrice, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes d'Éloquente, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Si vous voulez m'aider à faire grandir ce podcast et permettre à d'autres personnes de le découvrir, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nourrir les algorithmes en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. À très bientôt, et d'ici là, n'oubliez pas de prendre la parole.